Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information au journal que nous commençons par les titres. Le gouvernement prépare la Tabaski 2013. 726 000 moutons sont attendus pour satisfaire la demande nationale. Le ministre de l'Élevage rencontre les acteurs concernés pour une bonne organisation. Au Mali, on est à moins de 24 heures du second tour. Ambiance des derniers meetings et stratégies de campagne. C'est dans ce journal avec notre envoyé spécial à Bamako, Cheikh Bamba Gueye. Comme tous les samedis, le rendez-vous du grand format sera respecté. Aujourd'hui, Ibrahim Diallo nous parle des pépinières forestières de Kaffrine, une initiative des femmes du Nukuman qui, pour la présente campagne, sont à 1 300 000 plants de jatropha. Je vous le disais tantôt dans les titres de ce journal, la Tabaski c'est dans 2 mois. Mais pour éviter les tensions et difficultés des dernières heures, le ministre de l'Élevage poursuit ses consultations avec les parties concernées. Cette semaine, Aminata Mbengue Ndiaye était à la Chambre de commerce pour aborder la question du transport des moutons avec les opérateurs économiques, les éleveurs et les transporteurs, nous dit Yorassar. C'est pour éviter les tensions de dernière heure inhérentes à l'approvisionnement du marché national en moutons de Tabaski que le ministre de l'Élevage multiplie les rencontres d'échange et de concertation avec les parties prenantes. Ce mercredi, Aminata Mbengue Ndiaye était à la Chambre de commerce pour échanger avec les opérateurs économiques, les éleveurs et les transporteurs. L'année dernière, on a eu quelques problèmes avec le transport à cause des offres qui n'étaient pas très grandes, alors que la demande en camion était très importante au niveau de certaines zones. Si nous prenons simplement la zone de Kidira, où nous avons beaucoup de moutons qui nous viennent de là-bas, venant du Mali, venant de la Mauritanie, parfois il y avait une très forte tension sur le prix du transport. Et comme nous l'avons dit donc cette année, ce que nous voulons, c'est vraiment d'avoir un processus apaisé dans la préparation donc, de la fête de la Tabaski. C'est ce qui justifie que nous avons demandé à ce qu'il y ait une planification, une programmation des déplacements, du convoyage des moutons, des zones où nous devons les transférer vers les grandes villes du Sénégal, plus particulièrement vers Dakar. Pour faciliter le convoyage des moutons de l'intérieur du pays vers les grands centres de consommation, le ministre des Infrastructures et des Transports prendra toutes les dispositions utiles. Mieux, une grille tarifaire consensuelle devrait être rapidement élaborée pour éviter les surenchères susceptibles de peser négativement sur le prix du mouton. Il faudrait quand même encadrer les tarifs. Et là, il faut essayer d'écarter tous ceux qui, en tout cas, amènent à augmenter les tarifs, comme les convoyeurs, les intermédiaires. Hélas, il faut les éliminer dans la chaîne. Essayer d'approcher les offreurs de services de transport aux demandeurs. Essayer de faciliter donc, la circulation aux transporteurs pour un approvisionnement correct pour cette tabaski-là. Pour une Tabaski apaisée, le ministre de l'Élevage sait pouvoir compter sur l'esprit citoyen des éleveurs et autres opérateurs économiques, mais Aminata Mbengue Ndiaye est aussi d'avis que les médias auront un rôle important à jouer dans l'information juste et équilibrée des consommateurs. Quand il y a des tensions, c'est la presse qui peut nous aider. Quand il y a également des informations à donner, c'est la presse qui peut nous aider. Et je pense qu'avec un bon partenariat entre le ministère et les différents organes de presse, je pense que nous pourrons vraiment avoir une bonne communication. Cette année, on estime que le marché national aura besoin de 726 000 moutons, dont 426 000 pour la seule région de Dakar. Tabaski 2013, c'est donc dans 2 mois, le gouvernement prépare la Tabaski et pour une bonne organisation, le ministre de l'Élevage a rencontré les parties prenantes. Retour sur la célébration de la Korité à Touba. L'Aïd el-Fitr a été célébré hier. La prière a eu lieu en présence du Khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, et de l'ensemble des dignitaires de la communauté. C'est l'imam Serigne Fallou Ibn Serigne Abdou Khadr qui a dirigé les 2 rakas. Dans son sermon, il est revenu sur le sens de la célébration et sur l'importance de la Zakatul Fitr ou Mouroum Koor. Serigne Fallou Ibn Serigne Abdou Khadr a aussi rappelé à tous les disciples la nécessité de se conformer aux recommandations de Serigne Touba, notamment l'interdiction des mondanités et le port de vêtements indécents dans la ville sainte. Il a aussi appelé les disciples au retour à Dieu et au pardon avant de prendre, pour exemple, le Khalife général
général des Mourides dont les actions s'inscrivent dans la ligne droite tracée par le fondateur du mouridisme. Et nous reparlons du chavirement du bateau espagnol au large des îles des Madeleines. Les secours sont en train de décharger la cargaison. Le pire est peut-être derrière nous, a déclaré le ministre de l'Environnement Ali El Eldar. Il promet des sanctions et une enquête pour déterminer les vraies circonstances de l'accident. Je vous propose de l'écouter. Le constat que je fais, c'est que effectivement la quantité de gasoil qui se déverse dans la mer est assez petite par rapport à la quantité de gasoil que transporte le bateau, 400 000 litres. Ensuite, l'autre constat, c'est que les équipes sont sur place et font un travail formidable, très courageux, puisque nous avons vu les conditions dans lesquelles ils travaillent. Et je salue leur courage, vraiment. Moi-même, j'ai plongé sous le bateau pour voir si on pouvait approcher des fissures, voir l'état de dégradation de la coque. Et en réalité, la mer bougeait tellement qu'on n'a pas pu s'approcher des fissures. Donc je vais devoir y retourner. Et sinon, on constate qu'il est posé sur des rochers et qu'en bougeant, donc, il va continuer à se casser, à se fissurer. Et on a vraiment peur que cette quantité de gasoil, que ce grand filet qui fait 20 tonnes se tombe dans la mer. Nous sommes en train de débarrasser le bateau de tous les polluants. Il y a de la peinture, il y a de l'ammoniac, il y a des gaz, il y a du gasoil, il y a des filets. Donc tout cela, nous sommes en train de débarrasser le bateau de tout cela pour qu'au cas où il se renverse, que toutes ces choses ne se terminent pas dans la mer. Et bien sûr, pomper le gasoil, continuer à pomper le gasoil. Il y a une barge qui fait cela jour et nuit. Donc à chaque fois qu'elle se remplit, elle va se déverser elle va rendre le gasoil au port. Et une fois qu'on aura terminé cela, nous allons aussi débarrasser le bateau de son filet. Et ensuite, nous verrons éventuellement comment sortir le bateau de l'île. Il faut maintenant gérer la crise, gérer la catastrophe qui est l'accident. Et après, bien sûr, laisser les enquêtes faire leur travail. Gestion de la sécurité frontalière ainsi que la piraterie maritime et de la criminalité transnationale dans la région du Sahel, ce sont là les deux thèmes du séminaire de formation à l'intention des forces de sécurité, mais aussi d'acteurs civils venant de 5 pays d'Afrique que sont le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Sénégal. Moussa Mané. Deux programmes sont au menu de cette session de renforcement de capacité. Il s'agit d'abord de la gestion de la sécurité des frontières dans la région du Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ensuite, la piraterie maritime et la criminalité transnationale organisée. Les thèmes choisis sont très pertinents et viennent répondre à un réel besoin en Afrique de l'Ouest. En effet, ce contrôle des frontières ainsi que la problématique de la piraterie maritime sont aujourd'hui de réels défis sécuritaire pour le Sénégal et pour la sous-région. L'actualité géopolitique de notre sous-région prouve, s'il en était encore besoin, que ces problématiques constituent aujourd'hui de réels sujets de préoccupation. La sécurité dans le Sahel en général, l'actualité au Mali en particulier préoccupe la communauté internationale. Ajoutez à cela les moyens d'action des narcotrafiquants et la recrudescence de la piraterie maritime. Organisé par le Centre Kofi Annan international de maintien de la paix et de formation, en partenariat avec la CEDEAO, le PNUD et en collaboration avec la coopération japonaise, cette session vise à doter les acteurs de capacités d'action. Il est fort naturel de relever les défis suivants. Renforcer des institutions de l'État et des sociétés qui sont encore vulnérables. Renforcer les capacités africaines de maintien de la stabilité et de la sécurité. Et enfin, consolider les partenariats avec l'ensemble des pays sahéliens. Ce programme qui se déroule dans le cadre du projet Sahel Project réunit des personnalités civiles et militaires venant de 5 pays d'Afrique de l'Ouest. Des États qui ont une réelle volonté de gérer de façon coordonnée et concertée leurs frontières.
Les Maliens sont appelés aux urnes demain pour choisir entre Ibeka et Soumaïla Cissé. Hier, c'était le dernier jour de la campagne électorale de ce second tour. Meeting et rassemblement au rythme cette dernière ligne droite. C'est le cas du candidat Soumaïla Cissé qui tenait son dernier meeting à son quartier général, tandis que du côté de Ibeka, le porte-à-porte et les clips de campagne étaient privilégiés. Retour sur les temps forts de cette journée d'hier avec nos envoyés spéciaux Babacar Ning et Cheikh Bamba Gueye. Vendredi après-midi à Bamako, dernier jour de campagne électorale, les partisans de Soumaïla Cissé se sont donné rendez-vous au rond-point de la Bougie, non loin du quartier général de l'URD. Des militants convaincus de pouvoir inverser la tendance dimanche, Soumaïla Cissé fait une entrée triomphale accompagnée de ses souteneurs, Jamil Bitar, Modibo Sidibé arrivé 4e, Thiébile Dramé entre autres. On soutient que n'a pas manqué de saluer Soumaïla Cissé qui se dit très confiant quant à l'issue du second tour. Les petites censures au quotidien de l'ORTM n'y feront rien. Nous nous battrons pour que chacun puisse s'exprimer, nous nous battrons pour que la démocratie soit, que la République s'installe, se conforme. Quelle joie immense de se retrouver parmi des amis sincères, pas de soutien du bout des lèvres, pas de soutien de gens qui vont aller à la soupe, pas de soutien de gens qui hier encore insultent leur idole d'aujourd'hui, pas de gens qui disaient nous la nouvelle génération avec 0,0040. Quant aux militants du RPM de Ibeka, ils se sont contentés juste de clips de campagne diffusés sur la télévision malienne, le RTM, pour montrer le charisme d'un leader au-dessus de la mêlée, disposant d'une large avance sur son rival. Les électeurs maliens sont donc attendus ce dimanche 11 août pour départager Ibeka et Soumaïla Cissé. Soumaïla Cissé, arrivé deuxième à l'issue du premier tour, devra combler son retard de 20 points. Pour un nombre d'électeurs de 6 millions appelés aux urnes, seuls 3 millions avaient voté au premier tour. Les deux candidats comptent donc puiser dans cette réserve électorale pour espérer sortir victorieux de ce second tour. Cher Bamba Gueye, que nous retrouvons à Bamako, notre envoyé spécial. Bonsoir, cher Bamba. Bonsoir Alassane Cissé. Alors, cher Bamba, comment se dessine ce second tour? Est-ce qu'il y aura confirmation d'Ibeka ou bien Soumaïla Cissé peut créer la surprise? Alassane, extrêmement intéressant. C'est un duel qui va mettre aux prises, deux anciens, deux ex-frères de parti qui étaient tous dans l'adément, Ibeka et Soumaïla Cissé, avant de la quitter respectivement en 2002 et 2003. Alors, vous savez que le second tour, Alassane Cissé, c'est une nouvelle élection. Ibeka va autant que faire se peut conforter son avance de 20 points sur son challenger, Soumaïla Cissé, qui est à 19% contre 40% pour son rival. Pour les chances de chacun, c'est là où les alliances sont quand même assez importantes. Ibeka a enregistré le maximum d'éléments, 20 candidats, contre à peine 5 ou 6 pour Soumaïla Cissé. Vous voyez que donc c'est un petit peu déséquilibré compte tenu aussi du fait que si le vote est automatique. Donc c'est mathématique, mais également le vote est sociologique. Pour vous dire tout simplement que l'exploit de créer un retournement de situation relèverait d'une prouesse titanesque du côté du RPM, vigilance, après deux élections ratées, 2002 et 2007, et du côté de l'URD, c'est l'espoir de création. En comptant puiser dans cette réserve électorale de 3 millions d'électeurs qui n'avaient pas voté au premier tour, car portion sur 6 millions d'électeurs seulement s'étaient rendus aux urnes à Alassane. Cher Bamba, vous parlez de cette réserve de 3 millions d'électeurs qui n'avaient pas voté pour le premier tour. Est-ce que les échos qui vous parviennent de la capitale malienne vous font croire que ces Maliens vont voter pour le second tour? Effectivement, ces Maliens sont quand même disposés à voter le second tour. C'est que c'était pas pour le premier tour, donc le taux de participation est à 51% pour les 52%. Donc on avait quand même noté parce que au Mali, cette participation à une élection présidentielle est passée presque à 5%. Donc avec ce qui s'est passé pour le premier tour, c'était un taux assez important. Donc 3 millions d'électeurs étaient rendus aux urnes pour pouvoir donc exprimer leur vote, parce que c'est la situation qui est demandée. Et donc ce qui fait que bon, avec ce second tour,
quand même, les Maliens sont quand même dévoués, disposés en tout cas à aller donc se rendre aux urnes pour pouvoir se prononcer pour cette élection. Cher Bambagé, on vous donne rendez-vous dans nos prochaines éditions. La liaison téléphonique n'est pas des meilleures et nous nous en excusons. Il ne s'était pas exprimé depuis plusieurs mois. Le président des États-Unis, Barack Obama, a donné une conférence de presse juste avant de prendre ses vacances. Il a procédé à quelques mises au point et a surtout essayé de restaurer la confiance des citoyens américains. L'été a été compliqué et Barack Obama arrive les traits tirés à cette première conférence de presse depuis 3 mois. Objectif numéro 1, persuader les Américains qu'il a entendu leurs craintes sur la protection de leur vie privée. Vu les abus de certains gouvernements précédents, il est légitime de poser des questions sur la surveillance, particulièrement depuis que la technologie redéfinit chacun des aspects de nos vies. Mais ce n'est pas suffisant pour moi, en tant que président, d'avoir confiance en ces programmes. Les Américains doivent aussi leur faire confiance. Pas d'excuses sur les écoutes téléphoniques à grande échelle, mais une promesse, plus de transparence sur les programmes de surveillance. Barack Obama promet la réforme du fameux Patriot Act, la loi de sécurité nationale adoptée après les attentats du 11 septembre. Et il ne trouve aucune circonstance atténuante à Edward Snowden, dont les révélations ont accéléré le débat et qui a trouvé refuge en Russie. Je ne pense pas que M. Snowden soit un patriote. S'il pense que ce qu'il a fait est juste, plutôt que de fuir, alors il aurait dû, comme n'importe quel citoyen américain, faire face à la justice avec un avocat et défendre son cas. Interrogé sur les relations avec la Russie, que le cas Snowden a nettement tendu, Barack Obama parle de pause et indique que les ponts ne sont pas rompus. Mais le président américain sait qu'il n'a pas fini de gérer les conséquences du scandale des écoutes. L'arène nationale, bientôt une réalité. La pose de la première pierre sera effectuée dans 6 mois. Annonce faite ce matin par le ministre des Sports. Mbagnick Ndiaye s'est rendu à Pékin sur le site devant abriter l'arène nationale accompagnée de la mission chinoise chargée d'étudier le projet. Nous y reviendrons avec Kumba Diakhatemar. Les championnats du monde d'athlétisme ont débuté ce samedi à Moscou, en Russie. Près de 2000 athlètes venus de 206 pays participent à la compétition. Ami Mbaké Thiam, notre compatriote, s'est qualifié pour les demi-finales du 400 mètres. Je vous le disais dans les titres de ce journal. Grand format de ce samedi s'intéresse à la production de pépinières dans le Ndoukoumane, une initiative des femmes forestières de Kaffrine. Produire des plants, les suivre jusqu'à maturité avant de les reboiser, assurer par conséquent leur développement. Tout un processus qui demande de la maîtrise et surtout de l'amour pour l'arbre et la forêt. Entre 2008 et 2012, ces femmes forestières de l'Union nationale des exploitants forestiers et coopératifs du Sénégal ont produit plus de 5 millions de plants. Pour cette présente campagne, elles sont à 1 300 000 plants de jatropha, une production destinée au marché national. Grand format signé Ibrahima Diallo. Produire une pépinière est une activité jadis réservée aux hommes. Dans la capitale du Ndoukoumane, la production de plants fruitiers, forestiers et ornementaux est conquise par ces femmes forestières de l'UNICEF, l'Union nationale des exploitants forestiers du Sénégal, depuis fort longtemps. De quelques dizaines de femmes au départ, elles sont passées actuellement à des centaines d'exploitantes forestières. Depuis 1987, on a commencé à réaliser des pépinières dans Kaffrine. Bon, au fur et à mesure que les sensibilisations sont passées, on a eu d'autres affluences de femmes. Présentement, nous sommes au nombre de 161 femmes qui travaillent ici en pépinière. La détermination en bandoulière, ces femmes forestières de l'UNICEF se regroupaient en coopératives, se sont organisées en GIE. Chaque GIE est attributaire d'une parcelle dans laquelle elles produisent différentes espèces. Le GIE Diapalé Garab compte 55 femmes. Nous travaillons le matin de 8h à 13h et l'après-midi de 15h à 18h. Nous produisons environ 38 espèces. Nous produisons du lébedaï, de l'anarcadier, du cadre, du baobab, du jujubier, etc. Produire des plants, les suivre jusqu'à maturité avant de les reboiser et assurer par conséquent leur développement, tout un processus qui demande du temps mais surtout de l'amour pour l'arbre et la forêt.
notre activité principale, c'est la production de plants, le reboisement, le suivi, la création des pare-feux, la création des bois de village, des plantations, l'enregistrement en forêt classée. On ne fait pas le petit commerce, on ne fait pas la couture, ni autre chose. Nous, on ne connaît que la pépinière, les arbres. Entre 2008 et 2012, elles ont produit plus de 5 millions de plants. Pour cette présente campagne, ces Amazones de l'UNICEF sont à 1 300 000 plants de jatropha, une production destinée au marché national. Tout ça, c'est du tabanani. Tout ça, dans tout le secteur, on n'a que des plants de tabanani produits. Et nous avons reboisé 10 hectares de tabanani encore. C'est un programme de l'État qui voudrait qu'on s'implique dans la production de jatropha. Donc, on a eu une convention avec l'ISRA et que nous avons remis à l'ISRA les 500 000 plants pour la première année de 2011. De 2012 aussi, c'est la même chose. Cette activité des femmes forestières de Kaffrine est une réponse de l'UNICEF à l'effort de reforestation engagé par l'État du Sénégal. Une dynamique enclenchée par l'UNICEF depuis 2003. Nous avons senti le besoin de participer à l'effort national de reforestation en tant que producteurs qui évoluent dans le secteur. Et en 2003, nous avons pensé qu'il fallait quand même impliquer les gens. C'est un programme entièrement financé par notre organisation. Il y a des prélèvements que nous faisons dans le cadre de la production, de la commercialisation du charbon de bois, et que ces 25 francs qu'on prélève va nous servir quand même à financer notre campagne de reboisement. Et pour ces braves dames, la protection de l'environnement n'a pas de prix. Participer à l'effort national de reboisement est un sacerdoce. Accompagnés de jeunes, la plupart des membres de leur famille et des personnes du troisième âge, ces femmes se chargent de reboiser cette année 10 hectares dans la forêt classée de 6 kg, située à la périphérie de Kaffrine. La forêt constitue notre principale ressource, donc nous ne pouvons que soutenir cet élan de reboisement des femmes forestières de Kaffrine. Pour réussir cette activité de production de plants et de reboisement, elles ont bénéficié du soutien des services techniques de l'État, au premier chef le service régional des eaux et forêts, qui leur assure l'accès à l'eau et l'encadrement technique. Depuis certaines années, nous les avons aidés en mettant en place, avec l'aide de la coopération japonaise, un château d'eau. Et elles sont alimentées à partir de là, avec une canalisation qui leur permet de pouvoir produire ces plants-là. Au début de la campagne, on vient pour leur montrer un peu, les former sur les techniques de pépinière. Et chaque fois, il faut améliorer parce que quelquefois, il y a quelques petits problèmes qu'on constate ça et là. Et chaque année, à l'issue vraiment de la campagne, on fait une évaluation. C'est à l'issue de ça qu'on se décide pour aller vraiment les former sur place. La gestion des ressources forestières est une compétence transférée. C'est dans ce lancé que le Conseil régional de Kaffrine a choisi d'impliquer ces femmes forestières dans la mise en œuvre du projet Entente Ferlo. Un projet qui concerne les régions de Louga, Saint-Louis, Matam, Tambacounda et Kaffrine. Ces régions-là ont en charge de reverdir le ferlo. Alors à cet effet, il y a ce qu'on appelle le plan d'amorce. On a déjà décidé de donner à ces femmes-là une plantation quand même. On travaille jusqu'à 5 à 6 millions pour quand même qu'ils essayent de chercher des outils qui leur manquent et surtout de faire davantage de reboisement. Cette belle initiative des femmes forestières de l'UNICEF est à démultiplier dans tous les pays. Avec cette pépinière, elles ont montré le chemin à suivre pour une participation responsable à l'ambitieux projet de l'État de reverdir le Sénégal. C'est sur ces belles images que se ferme ce journal au Sénégal ou à l'étranger. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.